Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Vous avez été nombreux à mon niveau à avoir apprécié la précédente vidéo concernant la présentation d'une méthode pour lier une base de données à une carte Arduino et je vous en remercie. Et pour entamer l'année, on va commencer fort puisque l'on va continuer sur la lignée des bases de données et je vais vous montrer une méthode pour pouvoir stocker des données dans une base de données SQL incluant un serveur Apache sur votre machine. Dans cet exemple, le tout permettra d'afficher les valeurs de température et d'humidité d'une sonde DHT22, mais aussi de les exploiter en y affichant une courbe. Car la plupart du temps, ce que l'on voit pulluler sur la toile, c'est ça. Cela affiche la température, mais rien de plus. On s'en lasse vite et on passe à autre chose quand les valeurs ne peuvent pas être exploitées. Mes vidéos présentant un thermostat connecté, les acquisitions de données dans la mémoire SPIF et l'exploitation des mesures dans un tableau Excel seront aussi utiles dans cette vidéo. Je vous mets les liens dans la description. Pour éviter une accumulation d'informations et une vidéo trop longue, celle-ci sera divisée en 2 épisodes, où dans le premier je parlerai de logiciels, de la programmation de base en PHP et les enregistrements des données. Dans le second épisode, j'expliquerai comment afficher une courbe sur une page web à partir de toutes ces données. Celle-ci ouvrira des portes sur la façon de construire une IHM incluant un serveur chez vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le déroulement des futures vidéos. En première partie, je vous présente le fonctionnement du système pour avoir une bonne vision globale de l'environnement. Je rappelle qu'il existe une multitude de méthodes dans ce domaine. Celle-ci présentée fonctionne très bien, mais après, libre à vous de choisir vos programmes et vos déroulements des fonctionnalités. La base de données et le serveur seront stockés sur votre machine, donc cela peut être soit votre ordinateur, un Raspberry, ou encore une machine virtuelle stockée sur le gros data center de la maison. Votre machine y stocke la base de données SQL, le serveur Apache et les pages web codées en PHP. Votre machine est connectée au réseau local, sur votre box ou sur un routeur. Côté acquisition de données, on retrouve une Wemos, elle aussi connectée au réseau en Wi-Fi et permet de récupérer les données de la sonde DHT22. Toutes ces données sont renvoyées vers votre serveur qui stocke dans la base les données envoyées. Il suffira d'ouvrir votre base de données pour visualiser les données brutes ou votre page web pour consulter vos traitements en fonction du programme que vous avez rédigé. Votre machine possède naturellement une adresse IP en DHCP ou paramétrée par vos soins. Il en va de même pour la Wemos. Pour avoir un accès à l'extérieur, vous avez votre adresse de la passerelle, en l'occurrence votre box ou routeur, et il vous suffira de router le bon port dans sa configuration. J'explique tout cela dans la vidéo concernant le thermostat connecté. On a souvent l'habitude de voir que c'est la Wemos qui embarque le serveur, mais je souligne bien que le serveur est sur votre machine. Dans le déroulement, on va commencer par installer toute la suite logicielle dont on va avoir besoin. Donc rendez-vous sur votre navigateur préféré, puis on va télécharger le logiciel Open Source XAMPP. C'est un tout-en-un qui permettra de construire une base de données et de démarrer un serveur. On le retrouve sous Windows, Linux et Mac. Cliquez sur télécharger et commencez à installer l'application. En lançant le setup, il y a de grandes chances que vous ayez ce message qui apparaît. L'UAC est un paramètre qui permet d'empêcher les modifications non autorisées sur une machine sans les autorisations d'un administrateur réseau. Si vous avez un réseau local avec plusieurs machines, l'UAC permettra de contrôler qui a le droit de modifier certains dossiers. Avec XAMPP, on parle de réseau, donc l'UAC est utilisé pour ce genre d'application. Si vous êtes seul et que l'UAC n'est pas important pour vous, il prévient dans la dernière phrase qu'il est possible de désactiver l'UAC à l'aide de la commande msconfig. Je vous montre le chemin et on continue à installer le setup. Donc ouvrez une invite de commande, tapez msconfig, allez dans l'onglet Outils et sélectionnez la ligne Changer les paramètres du contrôle d'utilisateur et terminez par Exécuter.
On revient au setup, vérifiez bien que MySQL et Apache sont cochés, puis défilez en cliquant sur Suivant. Déterminez votre chemin d'accès, alors évitez ces program files, notamment à cause de l'UAC. Le reste, c'est que du suivant. Une fois que XAMPP est installé, ouvrez-le en mode administrateur, car celui-ci le demande surtout pour effectuer certaines tâches, notamment dans la configuration. Cliquez sur Start en face d'Apache pour démarrer le serveur et sur Start en face de MySQL pour démarrer le service de base de données. Vérifiez les ports, par défaut le serveur est en 80, mais celui-ci peut être modifié dans la conf en cliquant sur Config, et c'est là qu'intervient le mode administrateur. Pour l'exemple, on ne modifie rien, et en plus, je ne suis pas en administrateur. Le fichier de config s'est ouvert par défaut avec Bloc-Notes, mais vous pouvez modifier le logiciel en cliquant sur le bouton config qui est la configuration générale. Pour commencer à créer notre base de données, cliquez sur Admin en face de MySQL, ce qui vous envoie directement sur le localhost/phpadmin à l'adresse 127.0.0.1. Pour information, l'adresse IP 127.0.0.1, c'est vous-même. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, comme vous le savez sûrement, chaque nom de site web, par exemple Google, possède une adresse IP. Si j'ouvre une avis de commande et que je tape le ping du site www.google.fr, on me dévoile l'adresse IP sur laquelle est stocké pour ma connexion Google. Si je vais sur un site de localisation d'adresse IP et que je tape l'adresse IP retournée par le site de Google, on géolocalise directement cette adresse vers Dublin, ce qui est logique puisqu'une partie de Google Europe se situe dans le data center de Dublin. Donc le moteur Google possède une adresse IP derrière ce nom, c'est ce que l'on appelle DNS. Là où je veux en venir, donc reprenons notre 127.0.0.1, c'est que cette adresse est l'adresse IP de votre machine et se parle à elle-même lorsque celle-ci joue un rôle de serveur central à client. On n'entend jamais parler de celle-ci puisque généralement votre machine est connectée à votre réseau local et au réseau internet avec le fournisseur de votre box qui vous affecte automatiquement une adresse IP locale en DHCP comme 192.168.0.1. Mais avant que les sites et serveurs ne soient gérés par un système DNS, les sites étaient gérés avec les adresses IP localhost des serveurs. D'ailleurs, elles étaient affectées dans un fichier qui s'appelle host sur votre ordinateur. Aujourd'hui, pour une utilisation basique d'internet et de réseau, il n'est plus utile car tout est remplacé par le système DNS, mais quoique vous pouvez vous en servir pour par exemple bloquer un site malveillant. Pour ce faire, il suffira d'aller dans le chemin suivant, c'est Windows System32 Driver etc. Ouvrez le fichier host, avec le bloc-notes par exemple, et tapez le nom du site malveillant et l'adresse. Ne mettez pas de dièse devant comme ci-dessus, sinon celui-ci s'ajoutera en mode commentaire. Bref, je me suis un peu égaré, mais quand vous verrez localhost ou l'adresse 127.0.0.1, j'espère que cette petite minute vous aura aidé. Revenons à nos moutons et on va donc créer une nouvelle base de données en cliquant simplement sur Nouvelle base de données. On donne un nom à celle-ci, pour l'exemple je vais mettre essai-data.
et ensuite je détermine ma table des données en la nommant temp umi DHT22. Le nombre de colonnes correspond au nombre de données que vous souhaitez enregistrer. Pour cet essai, on aura besoin de 4 données, le numéro ID, la température, l'humidité et la date qui nous permettra de tracer automatiquement des courbes en fonction des données de la sonde. Donc je laisse à 4. En ayant cliqué sur exécuter, il vous amène directement à la table qu'il faudra compléter. Donc en premier, on va mettre l'ID qui est une variable int. L'humidité qui est une variable float. La température qui est aussi une variable float. Et la date en timestamp. Et enfin, on enregistre le tout. Par la suite, tout est noté. Par exemple, pour modifier, on clique sur modifier et je vais ajouter à humidité et à température la case nulle qui veut dire qu'il faut me renvoyer cette valeur si je n'ai rien. Je vais aussi cocher la case auto-incrémente de l'ID qui est le numéro de clé principale de ma table. J'explique tout ça dans la vidéo précédente sur lier une base de données à une carte Arduino. C'est dans l'onglet Parcourir que l'on va retrouver toutes les acquisitions de données envoyées par la Wemos. Je reviens sur un point important. Le nom de la base de données, le nom de la table et le nom des données des colonnes est très important car il faudra mettre les mêmes noms identiques dans les codes PHP et le code de la Wemos, sinon cela ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, c'est le prochain chapitre, on va créer les codes PHP et celui de la Wemos. Avant de commencer la programmation, il faut bien comprendre la structure de tous les programmes dont on a besoin pour faire fonctionner le système. Pour ce faire, on aura besoin de deux fichiers de conf en PHP, que l'on nommera pour l'un dht22.php et pour l'autre datatable.php. Le premier fichier permettra d'établir la communication entre mon serveur et mon client, en l'occurrence la carte Wemos, et d'effectuer les requêtes des données. Le second fichier permettra de créer l'interface que l'on souhaite. C'est sur celle-ci que l'on se connectera pour visionner nos données sur une page web. Ces deux fichiers seront enregistrés dans un dossier à créer par vos soins dans le chemin suivant. C'est XAMPP, donc pour ma part c'est le chemin sur lequel vous avez enregistré le logiciel, htdoc, et ici je vais créer un dossier qui s'appelle dht22. Il me restera plus qu'à copier-coller mes deux fichiers. Et ce que je trouve vraiment bien avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir créer une interface où seule la limite de la mémoire sera votre disque dur sur lequel est enregistrée votre interface web. Cela veut dire que vous pouvez inclure, si vous le souhaitez, des images, des liens, des vidéos, etc. Voici le premier code de conf dht22.php que j'ouvre avec Notepad, car le code reste relativement très simple. N'oubliez pas de cocher la case langage PHP pour avoir les fonctionnalités PHP. Donc on est bien encadré en PHP. Et en premier, on va retrouver la classe temp umi dht22 et si vous vous souvenez, celle-ci correspond au nom de la table dans MySQL. La classe embarque que deux fonctions, celle de la connexion et celle des requêtes de données de la température et de l'humidité. Et comme toujours, dans la structure d'un programme, on déroule les deux fonctions de la classe écrites ci-dessus. En dernier point, on a une condition que si on reçoit les données, on les affiche avec la méthode get. Sur le second code
comme dit précédemment, c'est la construction de ma page web. Et pour le moment, ce que l'on va faire dans cette partie, c'est afficher la température et l'humidité en colonne. Ici, on a la variable link qui englobe l'adresse IP locale du serveur, l'identifiant, le mot de passe et le nom de la base de données. Bon, j'ai pas de mot de passe. Et l'identifiant par défaut est root. Par la suite, on ajoute une condition pour vérifier si toutes les données de connexion dans la variable link sont bonnes et dans le cas contraire, on lance une erreur. Sinon, on déroule le programme en ajoutant une seconde variable nommée SQL correspondant à la table de données de notre tableau et on déroule l'interface. Dans cette partie, on crée et on divise le tableau en 6 colonnes, 3 colonnes pour les données température, humidité et date, et 3 colonnes pour un séparateur. Dans la seconde partie de la page web, on ajoute humidité dans la colonne humidité, température dans la colonne température, et la date dans la colonne date. Vérifiez bien l'orthographe de toutes les variables. Et pour terminer, les fins de conditions qui permettent de dire que si cela ne fonctionne pas, on laisse les messages d'erreur. Comme vu précédemment dans la présentation du début du chapitre, on crée un dossier DHT22 dans XAMPP htdoc et on enregistre les deux fichiers de conf PHP à l'intérieur. Je reviens juste 10 secondes sur les deux programmes, j'ai fait une petite erreur, la base de données ne s'appelle pas data, mais ECData. Donc je modifie ça et je réenregistre ça, car cela n'aurait pas fonctionné, car aucune base de données ne s'appelle data. Côté Wemos, rien de compliqué, on câble la sonde DHT22 sur la pin D3 de la Wemos, on alimente la sonde sur sa première broche et sa dernière broche, puis on ajoute une résistance de pull-up de 4,7 kΩ entre la pin D3 de la Wemos et le plus de l'alimentation. Pour le code, vérifiez que les paquets de l'ESP8266 sont bien installés pour pouvoir communiquer avec la Wemos. Je ne le détaille pas ici, mais j'explique comment faire sur la vidéo du thermostat connecté. Côté librairie, on aura bien entendu besoin de celle de l'ESP8266 Wi-Fi, ainsi que de la librairie ESP-A5 TCP. Le squelette du programme ci-dessous est réalisé à partir d'un exemple de cette librairie. Ici, notez le nom de votre box, le mot de passe de votre box. Ici, on retrouve toute la partie DHT22 et la déclaration de la broche D3. Mes deux variables float de température et d'humidité. L'adresse IP du serveur, donc votre machine. Une tempo pour récupérer les valeurs toutes les 5 secondes. Le setup classique de connexion réseau de la librairie et l'activation de la sonde DHT22. Dans la loupe, on récupère les données toutes les 5 secondes et on lance une fonction PHP décrite ci-dessous. Dans celle-ci, on ajoute une condition en lui disant que si on arrive à se connecter au serveur, alors on envoie les données. Et attention de bien noter le dossier créé, en l'occurrence DHT22, et le nom du code PHP DHT22.php que l'on a créé tout à l'heure. Ici, on envoie la variable humidité et température. Et pour se repérer, on termine par une petite lecture dans le moniteur série pour visualiser tout ça.
Pour les essais fonctionnels, on va téléverser le code dans la Wemos, ouvrir le moniteur série et voir ce qu'il se passe. La connexion a échoué car j'ai volontairement stoppé au préalable le serveur et MySQL. Donc on va les relancer en cliquant sur Start et on peut constater instantanément que la connexion réseau s'établit. Par la suite, on a bien nos valeurs de température et d'humidité qui sont envoyées toutes les 5 secondes. Afin de bien visualiser les données, je vais chauffer la sonde en accélérant un petit peu la vidéo. Donc voilà, on constate dans le moniteur que la température et l'humidité augmentent. On va maintenant aller consulter la table dans MySQL. En cliquant directement sur Admin, puis dans l'arborescence à gauche, je sélectionne ma base de données qui intègre la table. Et en cliquant sur Parcourir, je peux visualiser toutes les données de température et d'humidité en fonction de la date. Pour aller plus loin, en bas j'ai quelques boutons qui permettront de traiter les données. Par exemple le bouton afficher dans un graphique qui me permettra de visualiser toutes les données dans un graphique à points. Donc là je vais changer l'axe des X en remplaçant l'ID par la date, ce qui est beaucoup plus parlant. Je peux aussi configurer une fourchette de points en fonction du nombre de points reçus ici. Et enfin pour terminer, je vais consulter la page web qui doit m'afficher en temps réel chaque température et humidité toutes les 5 secondes dans les colonnes respectives. Pour ce faire, je vais simplement taper dans la barre localhost/dht22/datatable.php qui correspond au chemin sur lequel est enregistré mon code interface en PHP. La première partie de la création d'une base de données avec un serveur Apache est maintenant terminée. Il faut vraiment prendre cette première partie comme un exercice afin de bien comprendre et assimiler les mécanismes pour ce genre de projet. Dans la seconde vidéo, on travaillera et on se focalisera sur l'interface web afin d'avoir quelque chose de vraiment exploitable. Et vous verrez que bien entendu, ce qui va changer le plus, c'est le code datatab.php, où il faudra dessiner une courbe en temps réel. Pour suivre toutes les nouvelles vidéos prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou pas cette vidéo. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires et j'y veillerai à y répondre. Bon dev à tous et surtout, prenez soin de vous.